Partie 1. Wokisme et le politiquement correct. On est dans les environs de 1930 aux États-Unis lorsqu'apparaît pour la première fois le terme woke. À l'époque relié au fait d'être réveillé sur le système qui écrasait les minorités ethniques. Parce que contrairement à ce que voudraient faire entendre les politiciens, le terme woke n'est pas d'origine universitaire par des étudiants blancs qui joueraient aux justiciers. Alors comment et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons davantage l'image produite par les politiciens que par l'histoire? Afin de comprendre le phénomène, il faut revenir aux années 80. Depuis la fin du mouvement hippie, les politiciens crient à la censure. Les campus auraient abandonné le sujet de la lutte des classes en faveur d'une approche davantage centrée sur les minorités, que ce soit racisées ou religieuses. Cette approche radicaliserait les étudiants tout en étant propice à la censure, ce qui était appelé à l'époque le politiquement correct. Étant donné que ce sont les États-Unis, la règle des Jedi et des Sith s'applique. Et après une deuxième moitié des années 70 dirigée par des démocrates, c'est sans grande surprise que ressurgit les républicains conservateurs qui dénoncent un déclin moral. Ce dernier envahirait des campus par des radicaux gauchistes qui empêcheraient de développer la moindre idée ne correspondant pas à l'idéologie progressiste dominante. En réalité, ce serait davantage l'inverse se serait produit durant les années Reagan. Ce dernier ciblait l'antiracisme et le féminisme et les décrivait comme étant des mouvements de plus en plus radicaux, se basant sur différentes polémiques, notamment sur les campus. L'affaire Regent of the University of California versus Bake. Alan Paul Bake, né en 1940, était un étudiant blanc qui a fait la demande d'admission à la faculté de médecine de l'Université de Californie à Davis pour étudier en médecine. Lorsqu'il a reçu des refus d'inscription tout en ayant obtenu une note générale supérieure à celle de d'autres candidats admis, Bake a alors demandé que la décision soit remise en question sur le plan légal en raison de la question des quotas qui a bloqué son admission. Le procès qui en suivra fut grandement médiatisé et la décision de la Cour suprême de 1978 qui validait la décision de l'université est encore aujourd'hui remise en question. Le débat public n'a pas attendu la fin de l'affaire pour s'enflammer et à savoir si le mouvement antiraciste était allé trop loin en établissant une nouvelle forme de racisme, celui contre les Blancs. Le racisme se repose principalement sur la théorie de hiérarchisation des groupes, se reposant alors sur un groupe dominant qui détient du pouvoir et des ressources et une certaine influence face au groupe dominé qui subit. Nous pouvons alors penser au racisme contre les Noirs aux États-Unis ou bien au sexisme dans une société majoritairement patriarcale. Il n'existe alors aucune trace de racisme anti-blanc dans une société fondée par ces derniers. Dans cette lutte contre les universités et leurs terrains propices au progressisme, le classiciste Alan Bloom publie The Closing of the American Mind, dans lequel il critique les universités d'avoir délaissé leur rôle du maintien de la haute culture occidentale favorisant le relativisme et les idéologies. C'est dans ce nouveau monde créé de toutes pièces par la colère des conservateurs que survient la guerre des canons. La guerre des canons, c'est pas écrit par George Lucas. C'est un combat entre l'université de Stanford et des syndicats étudiants noirs sur la question des textes canoniques dans le cadre du programme de civilisation occidentale qui délaisse les traditions littéraires de d'autres régions du monde. Les étudiants finiront par gagner et le titre du cours change alors en culture, idées, valeurs, en changeant quelques textes de la Renaissance par d'autres. Si la guerre des canons n'est pas une bataille qui changera grandement le système d'éducation aux États-Unis, il participera à rajouter de l'essence sur le scandale du politiquement correct permettant de diaboliser la gauche.
En 1990, le discours qui était jusqu'alors resté dans la sphère politique et universitaire rentre dans le domaine courant par une du magazine Newsweek. Une du Newsweek, la police de pensée sur les campus provoque une obsession médiatique nationale et internationale. Ce qui passe alors pour un débat sur la littérature est en réalité qu'une pierre de plus dans cette guerre constante contre les notions progressistes. C'est dans ce contexte que commence à émerger une nouvelle droite conservatrice ultra-religieuse qui atteindra son apogée avec l'entrée de George Bush Jr. à la Maison-Blanche. Une guerre culturelle qui continuera de s'auto-alimenter lors de la présidence de Bush Jr. ainsi que celle d'Obama. Mais en 2016, une toute nouvelle forme de droite vient détrôner la droite néoconservatrice en proposant une forme alternative. Pour comprendre d'où vient cette nouvelle forme, il faut revenir au milieu des années 80. David Horowitz, un éditorialiste néoconservateur, développe une machine à scandale qui pose les bases de la droite alternative en embauchant des jeunes étudiants conservateurs à venir raconter des pressions réelles ou imaginaires qu'ils auraient vécues. Parmi ces étudiants protégés de David Horowitz, on retrouve un jeune étudiant âgé de 16 ans qui déplore le manque de patriotisme chez ses collègues et les excès du multiculturalisme. Le jeune étudiant en question n'est nul autre que Stephen Miller, l'un des futurs conseillers de Donald Trump. La décennie qui succède à Horowitz est l'une des périodes les plus formatrices de la polarisation actuelle, car c'est durant cette dernière que les universités ont fondé les forums intranet étudiants. Ce qui était à la base prévu pour communiquer sur les cours s'est rapidement étendu à différents sujets, entre autres la politique. Les pages les plus extrémistes, qui étaient moins populaires et plus alternatives, avaient comme préfixe « alt », ce qui vient donner le nom à la droite actuelle, l'alt-right, la droite alternative. Alors que les forums universitaires donneront leurs premiers fruits, des groupes tels que Turning Point USA commencent à émerger. Ces derniers se donnant alors comme mission de mener la guerre culturelle sur les campus, généralisant la pratique du témoignage popularisé par Horowitz et appelant à la censure sous couvert de défense de la liberté d'opinion. Ce mouvement est construit sur une pratique de provocation et de victimisation. Par exemple, certaines célébrités conservatrices sulfureuses investissent l'espace des campus, que ce soit dans le cadre de conférences ou sur invitation de groupes étudiants conservateurs, mettant en scène des débats très contrôlés contre des étudiants progressistes ou leur victimisation lorsque des étudiants protestent contre leur venue et tentent d'annuler leur présence. Une vision du monde qui est exacerbée par le flux régulier de reportages sur les outrances du politiquement correct, de la cancel culture, ainsi que du wokisme sur divers campus, mais également dans diverses industries. C'est entre autres le cas de l'industrie du jeu vidéo qui provoquera malgré lui un changement dans la culture en général, ainsi que le monde politique à travers le phénomène maintenant connu sous le nom de Gamergate. Partie 2. Le Gamergate et sa reprise politique. Pour comprendre l'origine du Gamergate, il faut revenir encore une fois aux années 80-90. C'est durant cette période que l'on trouve les deux facteurs moteurs, la panique morale autour du jeu vidéo ainsi que le masculinisme ambiant. Alors que la panique autour du satanisme et de Donjons et Dragons ont laissé leur place, on retrouve encore une fois les mêmes arguments, soit la perversion de la jeunesse et la valorisation de la violence. En réponse à la panique morale, l'industrie a fondé en 1994 le SRB, l'Entertainment Software Rating Board, dans le but de limiter l'accès de certains jeux vidéo pour les plus jeunes. Avec l'arrivée de Bush Jr. à la Maison-Blanche, les débats autour du jeu vidéo reviennent en force. En 2005, dans le nouveau jeu GTA de Rockstar, il y avait un
comment ils appellent ça? Le hot coffee. Cette chose promouvait le sexe aux enfants. C'est une honte. Dès ses débuts, les jeux vidéo et les médias les dépeignant délaissent les femmes, ne les présentant pas comme le public cible. Commençant alors le mythe que les jeux vidéo seraient exclusifs aux garçons. Il s'agit d'un héritage de Ronald Reagan, qui a grandement participé au mouvement antiféministe en discriminant entre autres les femmes dans le monde de l'informatique. Le Gamergate commence en 2013 lorsque l'ex de Zoe Quinn l'accuse d'avoir couché avec un journaliste pour une bonne note pour son jeu Depression Quest. Le jeu retraçant l'expérience de Zoe Quinn en tant que personne non-binaire. Au même moment, Anita Sarkeesian lance une campagne de financement pour son émission féministe Frequency qui travaille et explore les problèmes du sexisme dans les jeux vidéo. Les deux affaires seront grandement reprises sur 4chan, qui est un forum qui est réputé pour son extrémisme, ainsi que sur Wizardchan, qui est un forum basé sur les principes des incels volontaires, car ils voient les femmes comme étant des personnes démoniaques. Pourquoi le Gamergate est-il arrivé par ce groupe de personnes? On pourrait l'expliquer principalement par le fait que les joueurs ont été longtemps la cible de politiciens essayant de mettre les maux de la jeunesse sur leur dos, tout en se faisant marteler la tête que les jeux vidéo n'étaient pas pour les femmes et qu'elles ne les comprenaient pas. Ce contexte a permis à l'industrie de se construire majoritairement par des hommes, pour des hommes, et être commercialisée par des hommes. On résume souvent le premier Gamergate à ces deux événements et aux discussions sur l'industrie que ça a amené. Toutefois, il serait entièrement faux de dire qu'après ces événements, il se serait entièrement arrêté. Effectivement, le Gamergate a pris une nouvelle forme et a poursuivi à cause de la seule chose qui a un minimum de valeur à leurs yeux, l'argent. Faisant migrer les pseudo-experts des forums obscurs sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où les grifters se sont multipliés. Bien que leurs noms peuvent porter à confusion, les grifters ne sont pas une dérive chinoise des gremlins. Le principe des grifters est de dénoncer un pseudo-agenda pro-LGBT et féministe sous couvert de la moindre information, que ce soit dans des entrevues ou une simple comparaison d'images, comme dans le cas de Rogue dans X-Men 97, qui a un cul moins gros que dans la série originelle. Deux des journalistes grifters les plus connus sont sans nul doute Matt Walsh et Ben Shapiro, qui sont passés de Gamergate à faire la guerre contre les woke. Le Gamergate n'est aujourd'hui plus que son ombre. Il a été avalé par le combat éternel des conservateurs contre les woke. Steve Bannon lui-même confirme avoir utilisé la culture du Gamergate pour mobiliser, entre autres, le vote pour Trump. Ils arrivent par le Gamergate et ensuite on les dirige vers la politique et Trump. Partie 3. QAnon et les MAGA. Alors que le Gamergate a été absorbé par les conservateurs, ces derniers, en particulier le Parti républicain, allaient finir par se faire absorber par un autre mouvement alternatif. Tout a commencé en octobre 2017 lorsqu'une histoire formulée par des messages postés sur des forums obscurs ont commencé à se former. Ils étaient tous signés par le même utilisateur, Q. QAnon s'est rapidement organisé comme étant une théorie du complot du tout, avec à son centre le président Trump. Alors que l'on aurait pu croire l'inverse, l'un des atouts principaux de QAnon est son détachement politique de tout parti. En ralliant toutes les théories du complot, Q s'est assuré d'avoir une base assez solide pour que quand ses prédictions se sont évanouies, les partisans du mouvement étaient déjà trop impliqués dans le récit que Q diffusait. Un autre de ses atouts se repose sur le fait d'être principalement en ligne, ce qui ne demande à ses partisans que de participer. Rendant alors les membres actifs plus efficaces qu'une réelle infanterie, QAnon peut alors lancer son armée dans une guerre silencieuse entre le bien et le mal.
Le meilleur, avec l'origine obscure de QAnon, est que personne n'a aucune idée de qui est derrière. Certains imaginent que QAnon serait apparemment dirigé par une équipe d'officiers du renseignement militaire étroitement liés à Donald Trump. Ils utiliseraient les forums comme 4chan et 8chan pour alimenter les théories autour de l'État profond et de l'élite démocrate. Théories qui seraient elles-mêmes adoptées par l'entité Q afin de se donner un peu plus de crédibilité. Lorsque le monde a fait face à la pandémie en 2020, QAnon avait déjà 2 tours d'avance. Ayant tout en main en rassemblant les troupes conspirationnistes de droite, entre autres les éléments de la panique morale des années 70 en fournissant des réponses faciles à des questions complexes. Mais son modèle, se reposant très largement sur l'infaillibilité de Trump et un mal lié à l'état profond progressiste, éloignait QAnon des potentiels membres. Heureusement pour Q, la pandémie a amené la dernière goutte qu'il lui fallait pour toucher le grand public et la gauche. Lorsqu'on se penche sur la gauche états-unienne, leur approche de l'accessibilité aux soins dirige également au monde du bien-être. Ce dernier mène certains de ses spectateurs à faire confiance à la médecine alternative en l'enroulant dans un bel emballage. Lorsque ces deux mondes sont entrés en collision durant la pandémie, le monde du bien-être a permis au mouvement de devenir plus doux et moins effrayant, alors que le monde du bien-être amenait de plus en plus de fidèles. Bien que QAnon se soit adouci pour accueillir les nouveaux fidèles, le soutien réel à QAnon reste encore mal perçu, alors que les théories du complot qui la composent sont bien plus populaires. Au début de 2021, environ un tiers des États-Unis croient qu'un État profond manipule la politique internationale, alors que selon un sondage YouGov, seulement 30% des républicains avaient une opinion favorable ou plutôt favorable à QAnon. Toutefois, il faut prendre en compte 2 variables. Premièrement, le sondage YouGov a été réalisé après l'attaque du 6 janvier, ce qui peut avoir influencé les résultats. Deuxièmement, la popularité des théories qui la composent amène davantage de membres grâce aux chambres d'écho. QAnon profite des algorithmes de différentes plateformes. Par exemple, en consommant beaucoup de contenu lié au complot, l'algorithme en recommande davantage. L'utilisateur tombe alors dans l'enfer des chambres d'écho, un sable mouvant virtuel qui enfonce la personne à travers du contenu de plus en plus extrême qui confirme sa vision du monde. QAnon ayant une base de plus en plus importante, les conservateurs traditionnels ont commencé à percevoir son potentiel. Le Parti républicain a alors évolué en une version davantage radicale en remplaçant Q à la tête de QAnon. Partie 4. Conclusion. Depuis les années 80, le Parti républicain a fabriqué de toutes pièces un ennemi commun, flou, mais distant. Un terreau assez fertile pour voir l'émergence de différents mouvements, tels que le Gamergate ou bien QAnon. Des mouvements qui seraient restés dans la marginalité si ce n'était pas de la démocratisation d'Internet et les transformant alors en une philosophie largement acceptée et adoptée par les conservateurs. Polarisation politique avec Guillaume Schneider et Guillaume Manu de Marcignan est une idée originale de Guillaume Schneider. Au tête à la recherche, Guillaume Schneider. À la réalisation, Guillaume Manu de Marcignan. Au montage, Guillaume Schneider. À la musique et au bruitage, Epidemic Sound. La polarisation politique Acte 1 est une production dans le cadre du cours de démarche d'intégration en sciences humaines.